Tu arrives à un moment dans la vie où tu te rends compte que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu as compris le prix que tu payes lorsque tu te donnes sans filtre. Tu perds de l'énergie, tu perds la paix, tu perds la clarté. Devenir inaccessible n'est pas un caprice, c'est une conséquence. C'est le résultat de regarder ton histoire avec honnêteté et d'accepter que tu as été trop disponible pour des personnes qui ne savaient pas te soutenir, trop ouvert avec ceux qui voulaient simplement t'absorber et trop présent dans des endroits qui ne te donnaient rien. La véritable transformation commence lorsque tu fermes ces portes internes que tu laissais ouvertes par peur d'être seul, par besoin de validation ou par habitude. Quand tu ne réagis plus au bruit, quand tu ne mendis plus l'attention, quand tu ne te laisses plus entraîner par les urgences émotionnelles des autres. C'est ici que l'inaccessibilité apparaît comme un acte de pouvoir. Tu choisis de ne pas être déplacé par l'extérieur. Tu choisis de protéger ton silence. Tu choisis de mettre ton énergie là où elle compte vraiment. Et le plus dur, c'est ça. Devenir inaccessible implique de perdre des versions de toi qui reposaient sur la dépendance, sur la réaction immédiate, sur le besoin de plaire. Mais c'est aussi la chose la plus libératrice. Parce que lorsque tu cesses d'être accessible à tout le monde, tu deviens accessible à toi-même pour la première fois. Tu t'écoutes, tu te vois, tu te reconnais. Et cette clarté commence à organiser ta vie d'une manière brutalement honnête. Ici, nous ne parlons pas de froideur, nous parlons de souveraineté émotionnelle, de maîtrise interne, de présence réelle. Inaccessible ne signifie pas distant, cela signifie conscient. Cela signifie que ton âme ne se donne plus là où elle est gaspillée. Cela signifie que ta paix est devenue une priorité, pas une décoration. Si tu suis ce chemin jusqu'au bout, tu découvriras que l'inaccessibilité ne t'éloigne pas du monde. Elle t'élève au-dessus de tout ce qui te contrôlait auparavant. C'est ici que commence ta nouvelle version. Ferme, centrée, émotionnellement intouchable et spirituellement en ordre. Prêt pour cela? C'est ici que ça commence. 1. Retire ton énergie du bruit. Il y a des étapes de la vie où ton esprit commence à se sentir comme une maison pleine de fenêtres ouvertes pendant une tempête. Le vent, la poussière, les voix, les feuilles, les coups, le chaos entrent. Tout ce qui est externe s'infiltre sans permission et finit par te salir de l'intérieur. Cette maison, c'est toi lorsque tu permets que le bruit du monde, les opinions des autres, l'urgence émotionnelle des autres et les déchets mentaux de l'environnement entrent sans filtre. Retirer ton énergie du bruit, c'est fermer ces fenêtres une fois pour toutes, non par peur, mais par respect pour ta propre clarté. Si tu ne contrôles pas ce qui entre, tu ne pourras pas non plus contrôler ce qui reste. La première chose à reconnaître est que le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur. Il vient aussi de toi, de tes attentes, de tes impulsions, de ton besoin de répondre, de donner ton avis, de te défendre et de réagir à tout. C'est le poison le plus silencieux parce que tu ne te rends pas compte à quel point il t'épuise, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles émotionnellement épuisé, sans avoir fait quoi que ce soit de significatif. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur l'importance de séparer la perturbation externe de la perturbation interne, car l'ennemi le plus dangereux est celui que tu ne détectes pas. Et presque toujours, cet ennemi est ta réaction exagérée, ton esprit dispersé, ton besoin d'être partout. Retirer ton énergie du bruit implique de devenir sélectif, presque chirurgical. Tu ne peux pas donner ton attention à n'importe quel message qui te parvient, à n'importe quelle personne qui t'écrit par commodité ou par ennui, à n'importe quel conflit qui essaie de t'entraîner dans sa narration. La plupart des gens ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent un conteneur émotionnel où décharger leur chaos. Lorsque tu leur donnes ton énergie sans filtre, tu deviens ce conteneur et ensuite tu te demandes pourquoi tu te sens épuisé. Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Pour devenir inaccessible dans le meilleur sens du terme, tu dois apprendre à disparaître du bruit sans avoir besoin de l'annoncer. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu te retires, tu n'as pas à justifier ton silence, tu n'as pas à donner des raisons
pour protéger ta paix. Les gens qui se sentent offensés lorsque tu prends soin de ton énergie sont les mêmes qui bénéficiaient de la drainer. C'est une vérité dure, mais libératrice. Chaque personne qui ne supporte pas ta distance révèle quelque chose sur son intention, pas sur ta valeur. Retirer ton énergie, c'est aussi apprendre à ne pas réagir à chaque stimulus. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas ton temps, tout ne mérite pas ton âme. La réaction est le pansement émotionnel qui te maintient attaché à l'extérieur. Quand quelqu'un te provoque et que tu réponds, tu perds. Quand quelqu'un te manipule par l'urgence et que tu tombes, tu perds. Quand on te laisse en vue et que tu te désespères, tu perds. Le bruit gagne quand tu perds ton centre, mais quand tu choisis de ne pas entrer dans le jeu, tu récupères du pouvoir. L'inaccessibilité commence ici, à ce point précis où tu décides que ton énergie a une valeur réelle. Que tu ne vas pas la gaspiller dans des conversations inutiles, des relations vides, des discussions sans sens, des drames répétés, des opinions sans importance ou des attentes d'autrui que tu ne pourras jamais satisfaire. Quand tu occupes ton silence et retires ton énergie du bruit, quelque chose de curieux se produit. Tout se met en ordre. Ce qui n'est pas pour toi disparaît tout seul. Ce qui est pour toi reste sans effort. Et le meilleur, tu récupères le contrôle interne que tu as perdu. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelque chose d'externe essaie de t'entraîner, souviens-toi de cette idée. Si le bruit ne vit pas en toi, il ne peut pas te gouverner. C'est la première leçon pour devenir inaccessible. Ici commence ta transformation. 2. Protège ton silence. Protéger ton silence est comme apprendre à garder un feu de camp au milieu d'une forêt sombre. Tout autour de toi semble bouger, craquer, demander ton attention, mais cette petite flamme est la seule chose qui te maintient en vie, lucide et debout. Si tu la négliges, elle s'éteint. Si tu laisses n'importe qui s'approcher, elle est piétinée. Si tu permets au vent extérieur de frapper sans contrôle, la flamme devient instable. Ce feu est ton intérieur, et ton silence est le refuge qui le protège. Sans lui, ton esprit se disperse, ton âme s'épuise et ton caractère s'affaiblit. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de pouvoir. C'est cet espace mental où tu peux t'écouter sans interférence, où tu comprends ce que tu ressens sans qu'une opinion extérieure ne le contamine, où tu perçois ta vérité sans avoir à la déguiser pour qu'elle s'adapte. C'est pourquoi la plupart des gens craignent le silence, parce qu'il révèle ce qu'ils ont passé des années à éviter. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. Si tu veux devenir inaccessible au sens réel, tu as besoin que ton silence devienne ta force, pas ta menace. Protéger ton silence signifie arrêter d'expliquer chaque chose que tu fais, arrêter de justifier tes décisions. Arrêter de donner accès à tes pensées à des personnes qui ne savent pas les soutenir. Lorsque tu partages trop, tu t'exposes à l'interprétation d'autrui, et c'est là que tu perds le contrôle. Le silence te rend ce contrôle, car il crée un espace où tu décides ce qui entre et ce qui ne rentre pas. Les gens interprètent ton silence comme de la froideur parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie avoir une clarté interne. Ils sont habitués à vivre en réagissant, en parlant, en montrant, en cherchant la validation. Ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un puisse ressentir profondément sans tout exprimer. Le silence te protège aussi de la manipulation. Celui qui a besoin de te provoquer pour obtenir une réaction perd du pouvoir lorsque tu choisis de ne pas répondre. Celui qui cherche à te presser avec urgence perd de l'autorité lorsque tu choisis de garder ton calme. Celui qui voulait te contrôler par l'émotion se retrouve sans outil lorsque tu restes silencieux. C'est là l'essence de l'inaccessibilité, maîtriser ton champ interne jusqu'à ce que personne ne puisse te sortir de ton centre. Protéger ton silence est un entraînement quotidien. Cela implique d'éviter les conversations inutiles, de ne pas entrer dans des discussions conçues pour te voler de l'énergie, de ne pas répondre impulsivement, de ne pas partager tes plans avec n'importe qui, de ne pas ouvrir ton monde intérieur à des personnes incapables de le comprendre.
Cela implique de comprendre que tout ne mérite pas d'être dit et que la version la plus puissante de toi est celle qui agit à partir du calme, pas de la nécessité d'être compris. Quand tu te tais, tu choisis où placer ton âme. Quand tu parles sans stratégie, tu la donnes. La société actuelle craint le silence parce qu'elle est pleine de personnes vides qui ont besoin de bruit pour ne pas s'écouter. Si tu apprends à l'apprécier, tu deviens différent, magnétique, imprévisible. Tu n'es pas facile à lire, tu n'es pas facile à manipuler, tu n'es pas facile à contrôler. Et cette obscurité tranquille, cette présence silencieuse, cette énergie contenue éveille plus de respect que n'importe quel cri. Le silence bien utilisé est une arme spirituelle, psychologique et stoïcienne. Il ne fait pas mal, il ne détruit pas, mais il désarme. Quand tu protèges ton silence, quelque chose de puissant se produit. Ta clarté s'aiguise, tes pensées s'ordonnent, tes décisions deviennent plus fermes, ton intuition se renforce. Tu n'agis plus par impulsion, tu agis par conviction. Tu ne parles plus pour combler un vide, tu parles quand c'est nécessaire. Tu ne cherches plus à être compris, tu cherches à être en paix. 3. Récupère ton attention. Cela semble incroyable, mais ton attention fonctionne comme une corde attachée à ta poitrine. Chaque personne, chaque notification, chaque pensée intrusive, chaque conversation inutile tire cette corde dans une direction différente. Tu ne t'en rends pas compte pendant que cela se produit, tout semble normal, mais tu finis la journée épuisée sans avoir fait avancer ta vie d'un seul mètre. Cette corde, qui devrait te propulser vers ton but, est prise dans des mains qui ne savent pas combien il est difficile de maintenir ton attention. Récupérer ton attention, c'est arracher cette corde au monde et la reprendre en main. L'attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Plus que ton temps, plus que ton énergie physique, plus que ton argent. Ta vie se construit avec ce que tu regardes, avec ce que tu permets d'entrer dans ton esprit, avec ce à quoi tu donnes ta présence. Si ton attention est prise en otage, tu l'es aussi. C'est pourquoi devenir inaccessible n'est pas un acte d'apparence, c'est un acte de sauvetage interne. Récupérer ton attention, c'est récupérer ta vie. Nous vivons à une époque conçue pour te voler ton attention. Ce n'est pas un hasard si tout est immédiat, bruyant, attrayant, urgent. Le monde moderne se dispute ton esprit comme s'il s'agissait d'un trophée, car celui qui contrôle ton attention contrôle tes décisions. Et celui qui contrôle tes décisions contrôle ton destin. La plupart ont déjà abandonné sans s'en rendre compte. Ils se réveillent et la première chose qu'ils vérifient est leur téléphone. Avant d'écouter leur propre esprit, ils écoutent celui du monde entier. Avant d'identifier leurs émotions, ils absorbent celles des autres. Avant de décider ce qu'ils veulent de la journée, ils laissent les autres décider pour eux. C'est le niveau d'asservissement. Récupérer ton attention commence par un acte de rébellion silencieuse. Arrêtez de réagir à tout. Arrêtez de courir après chaque stimulus. Arrêtez de prêter attention à ce qui ne t'apporte rien, ce qui interrompt ta tranquillité, ce qui dévie ton chemin. L'inaccessibilité naît lorsque tu choisis ce qui mérite ton regard et ce qui ne le mérite pas. Lorsque tu comprends qu'à chaque fois que tu concentres ton esprit sur quelque chose sans valeur, tu paies un prix que tu ne récupéreras jamais. L'attention se perd aussi dans l'émotionnel. Une dispute, un message ambigu, une provocation, une personne qui joue avec ton temps te hante mentalement pendant des heures. Même lorsque tu ne parles plus à cette personne, tu restes accroché à l'idée, à la sensation, au conflit imaginaire. C'est comme si tu restais coincé dans une pièce qui n'existe plus. Récupérer ton attention implique d'apprendre à fermer ses portes internes sans préavis, rompre le cycle, ne plus nourrir mentalement ce qui te prive de paix. Ce qui te brise de l'intérieur ne mérite pas ta présence. Si tu veux vraiment devenir inaccessible, tu dois faire de ton attention un territoire sacré. Rien n'entre sans permission. Rien ne reste sans but. Rien n'occupe ton esprit si cela n'apporte pas de croissance, de clarté ou de force. Chaque personne qui franchit cette limite doit mériter le droit d'y être.
Pas avec de belles paroles, mais avec cohérence, respect et stabilité. Ton attention est un espace stratégique, pas une poubelle émotionnelle. Quelque chose de puissant se produit lorsque tu récupères ton attention. Les priorités s'alignent d'elles-mêmes. Les relations inutiles tombent sans drame. Les pensées répétitives se dissolvent. Ton énergie revient dans ton corps. Ta clarté s'active. Ce qui te dominait auparavant n'a plus d'effet. 4. Maîtrise ta réaction. Être humain, c'est comme marcher avec une grande grenade émotionnelle sans sécurité dans la poche. N'importe quel mot, geste, silence, regard ou message inattendu peut devenir le coup qui déclenche l'explosion. Le pire, c'est que la plupart des gens vivent ainsi, explosant à la moindre provocation, laissant les autres manipuler ce mécanisme interne sans même s'en rendre compte. Maîtriser ta réaction, c'est prendre cette grenade, la retirer de ta poche et apprendre à la contrôler avec un calme qui intimide. Il ne s'agit pas de supprimer tes émotions, mais de les gouverner avant qu'elles ne décident pour toi. La réaction impulsive est le point faible le plus courant chez les personnes qui n'ont pas encore appris à être inaccessibles. Celui qui réagit rapidement perd. Celui qui réagit avec colère se livre. Celui qui réagit par peur se rend. Celui qui réagit par nécessité est exposé. C'est pourquoi les stoïciens répétaient qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace petit, presque invisible, mais sacré. Dans cet espace se trouve ta liberté. Celui qui maîtrise cet espace devient un mur émotionnel impossible à abattre. Maîtriser ta réaction exige de t'observer en temps réel. Chaque fois que quelqu'un t'écrit dans l'intention de te provoquer, ta poitrine se met en alerte. Chaque fois que quelqu'un t'ignore, ton ego s'agite. Chaque fois que quelqu'un critique, ton esprit veut se défendre. Cette impulsion initiale est l'ancien toi qui veut revenir à son schéma automatique, le schéma qui te rend accessible, prévisible, manipulable. La transformation commence lorsque tu ressens cette impulsion et choisis de ne pas lui obéir. C'est là que se produit la rupture. C'est là que naît l'autocontrôle qui sépare qui tu es de qui tu es en train de construire. La plupart des gens pensent que la force est de répondre, mais la véritable force est de ne pas avoir besoin de le faire. Quand quelqu'un cherche ta réaction et ne l'obtient pas, il perd le contrôle. Quand quelqu'un veut te manipuler par le conflit et que tu restes stable, il est désorienté. Quand quelqu'un essaie de te sortir de ton centre et n'y parvient pas, il révèle qui avait vraiment le pouvoir depuis le début. Maîtriser ta réaction te rend imprévisible et cela, dans le monde émotionnel, est une pure autorité. Cette maîtrise n'est pas de la répression, c'est de la clarté. Cela ne signifie pas supprimer ce que tu ressens, mais te permettre de ressentir sans te forcer à agir. Tu peux être contrarié et ne pas répondre. Tu peux ressentir de la frustration et ne pas tomber dans le piège. Tu peux ressentir de la déception et pourtant garder ton calme. C'est cela la maturité émotionnelle, une qualité si rare de nos jours que lorsqu'on la voit en toi, on te perçoit automatiquement comme quelqu'un de différent. Tu n'es pas volatile, tu n'es pas explosif, tu n'es pas facile à manipuler, et cela te rend naturellement inaccessible. Maîtriser ta réaction te protège également de tes propres saboteurs internes. Cette pensée négative qui surgit de nulle part, cette insécurité soudaine, cette anxiété qui te pousse à agir rapidement pour résoudre. Toutes ces impulsions viennent de la peur, pas de la sagesse. Quand tu apprends à t'arrêter, à respirer, à observer et à choisir, tu brises le cycle qui te maintenait piégé. Tu retrouves ton centre, tu retrouves ton autorité intérieure. Lorsque tu réussis cela de manière constante, le monde cesse de te provoquer. Ce qui t'irritait avant, maintenant tu t'en fiches. Ce qui te blessait avant, maintenant tu l'analyses. Ce qui te bougeait avant, maintenant tu le vois passer sans perturber ton calme. L'inaccessibilité commence à se manifester ici, dans la sérénité qui ne peut être achetée, dans la stabilité que personne ne peut briser, dans la réponse mesurée qui a vaincu l'impulsion. 5. Prends de la distance émotionnelle. Prendre de la distance émotionnelle est similaire à être dans une pièce pleine de fumée. Tant que tu es à l'intérieur, tu ne vois rien.
tu ne penses pas clairement. Tu respires mal et tu penses que le problème vient de toi. Mais il suffit de faire quelques pas en dehors pour découvrir que c'était la pièce, pas toi, qui était contaminée. C'est ainsi que fonctionne la distance émotionnelle. Elle ne te refroidit pas, elle ne te rend pas indifférent. Elle te permet simplement de voir ce qui t'aveuglait auparavant. La plupart des gens vivent collés émotionnellement à des situations, des relations, des souvenirs et des attentes qui n'ont plus de sens. Ils sont si proches du problème qu'ils le confondent avec leur identité. Ils s'enlisent dans des discussions inutiles, s'accrochent à des liens brisés, réagissent impulsivement, absorbent les émotions des autres et portent des responsabilités qui ne leur incombent pas. Quand tu es trop près du chaos, le chaos devient normal. C'est pourquoi prendre de la distance n'est pas fuir, c'est voir. Et voir change tout. La distance émotionnelle te permet de remarquer qui te draine et qui t'apporte, qui t'utilise et qui te valorise, qui te cherche seulement quand il a besoin de quelque chose et qui te cherche parce qu'il te respecte. Tant que tu es immergé dans l'émotion, tout semble urgent, tout semble important, tout semble personnel. Mais quand tu fais un pas en arrière, tu te rends compte que la plupart de ce qui t'affectait n'avait rien à voir avec toi. C'était la projection des autres, les manques des autres, les attentes externes, le bruit émotionnel qui te confondait parce que tu étais trop près de la fumée. C'est accepter que tu ne peux pas voir le chemin si tu es coincé dans le même trou émotionnel encore et encore. Les stoïciens parlaient du point d'observation élevé, cet endroit intérieur d'où tu vois tes émotions sans devenir elles. C'est ce que tu construis ici. La capacité de ressentir sans te perdre dans le sentiment. La distance émotionnelle te protège aussi de tes propres schémas destructeurs. Quand tu t'éloignes, tu vois plus clairement la répétition, la dépendance, les attentes irréalistes, le besoin d'approbation, les vieilles blessures qui essayaient de diriger tes décisions. De près, tout cela semble normal, voire amour. De loin, tu te rends compte que c'était de l'attachement, de la peur, de l'insécurité et le désir de combler des vides que seul toi peux guérir. La distance te donne de la perspective et la perspective te donne de la liberté. Mais prendre de la distance émotionnelle demande du courage. Il n'est pas facile de cesser de réagir là où tu as toujours réagi, ni de te retirer des espaces où tu étais toujours disponible, ni de cesser de sauver des personnes qui ne t'ont jamais sauvé. L'inconfort fait partie du processus. Tu vas te sentir coupable, douteux, étrange. L'esprit va essayer de te ramener à ce que tu connais parce que l'inconnu fait peur. Mais entre l'inconfort de grandir et le confort de te détruire, le premier est toujours l'option la plus digne. Quand tu commences à prendre de la distance, les gens le remarquent. Certains se sentiront mal à l'aise parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler. D'autres seront contrariés parce que tu ne réagis plus comme avant. Certains essaieront de te provoquer pour reprendre le contrôle. C'est le signe que tu es sur la bonne voie. L'inconfort des autres est la preuve de ta croissance. La tranquillité intérieure est la preuve de ton avancement. Avec le temps, la distance émotionnelle devient ton état naturel. Tu n'entres plus dans des guerres qui ne te concernent pas. Tu ne discutes plus pour convaincre. Tu ne t'impliques plus dans les drames des autres. Tu ne te perds plus dans des émotions qui ne t'apportent rien. Tu deviens sélectif, stable, profond. 6. Embrasse la solitude. Se sentir seul, c'est comme marcher dans une ville vide après une tempête. Les rues sont mouillées, l'air est froid, tout semble calme et différent, et tu avances avec un mélange d'inconfort et de liberté. Au début, tu penses que tu es perdu, qu'il manque quelque chose, que tu devrais entendre des voix, des pas, du bruit, n'importe quoi. Mais pendant que tu marches, tu te rends compte que c'est la première fois que tu entends ta propre respiration sans interruption. Ce silence étrange qui te met mal à l'aise au début est précisément l'endroit où commence ta transformation. La société t'a appris à craindre la solitude comme si elle était synonyme d'échec, d'abandon ou de tristesse. Mais la réalité est différente. La solitude est l'espace où ton âme se régénère, où ton esprit se reconstruit, où ton caractère se renforce.
c'est l'atelier caché où se forge la version la plus solide de toi. Les personnes fragiles évitent la solitude parce qu'elles s'y rencontrent elles-mêmes. Les personnes fortes l'embrassent parce qu'elles s'y reconnaissent. Embrasser la solitude ne signifie pas se déconnecter du monde ou rompre tous les liens. Cela signifie arrêter de chercher une validation pour exister. Arrêter de poursuivre la compagnie pour se sentir complet. Arrêter de dépendre des autres pour soutenir ton identité. La plupart des souffrances émotionnelles proviennent de l'incapacité à être avec toi-même. Tu confonds la compagnie avec l'affection, l'attention avec l'amour, les messages avec une véritable connexion. Lorsque tu apprends à être seul, sans te sentir vide, personne n'a de pouvoir sur toi. La solitude te montre ta véritable voix. Dans ce silence, apparaît ce que tu penses vraiment, ce que tu désires vraiment, ce dont tu as vraiment besoin. Tu découvres quelles idées sont les tiennes et lesquelles naissaient du bruit de l'environnement. Tu arrêtes de te modeler pour t'adapter et tu commences à te modeler pour grandir. Les stoïciens comprenaient la solitude comme un état de discipline interne, un territoire où l'esprit se purifie et l'esprit s'ordonne. Sans cet espace, il n'y a pas de maîtrise de soi possible. Tant que tu es entouré de gens, tu essaies inconsciemment de plaire, d'harmoniser, d'accompagner, de t'adapter. Mais quand tu es seul, les masques disparaissent. Tu ne cherches pas à impressionner quelqu'un, tu ne cherches pas à obtenir quoi que ce soit, tu ne cherches pas à être accepté, tu es simplement avec toi. Et cette authenticité, bien qu'elle fasse mal au début, est l'une des expériences les plus libératrices que tu peux avoir. Elle te force à te regarder avec une brutalité honnête, à reconnaître tes blessures, à accepter tes ombres et à te reconstruire avec patience. Embrasser la solitude te rend également émotionnellement indépendant. Tu n'as plus besoin de réaction immédiate pour te sentir vu, tu ne dépends plus des messages pour te sentir aimé, tu ne t'accroches plus à des liens qui ne t'offrent que des miettes d'attention. La solitude te rend sélectif. Elle t'apprend à choisir des relations pour une véritable affinité, pas par nécessité. Elle te transforme en quelqu'un qui préfère la qualité à la quantité, la profondeur à la superficialité, la véritable connexion à la compagnie éphémère. La peur de la solitude est la peur de perdre l'approbation. Lorsque tu la transcendes, tu deviens inaccessible à ceux qui te manipulaient auparavant. Personne ne peut te contrôler par l'absence parce que tu as appris à être avec toi. Personne ne peut t'utiliser par le besoin parce que tu as cessé de nécessiter ce qui n'ajoute rien. Personne ne peut te briser émotionnellement parce que ta force ne dépend plus de rien d'externe. Avec le temps, la solitude cesse d'être un lieu sombre et devient ton refuge. Un espace où tu recharges ton énergie, où tu organises tes idées, où tu écoutes ton intuition, où tu clarifies ton but. 7. Lâche l'approbation des autres. Chercher l'approbation est comme courir après ton ombre toute la journée. Quand le soleil est haut, il semble que tu peux l'atteindre. Quand il bouge, tu cours plus vite en croyant qu'un peu plus d'effort sera suffisant. Mais peu importe à quelle vitesse tu accélères, peu importe combien tu essaies, peu importe combien tu t'épuises, tu ne la touches jamais. Et quand finalement la nuit tombe, tu te rends compte que tu as poursuivi quelque chose qui n'allait jamais être à toi. C'est ainsi que fonctionne l'approbation des autres, une illusion qui te consume la vie pendant que tu penses qu'elle te la donne. Lâcher l'approbation des autres est l'un des actes les plus libérateurs, mais aussi l'un des plus difficiles. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à chercher le bienfait, le « je suis fier de toi », le « c'est comme ça ». Nous avons grandi conditionnés par les récompenses émotionnelles de notre environnement, et sans nous en rendre compte, nous avons traîné ce conditionnement jusqu'à l'âge adulte. Tu changes ton comportement pour t'intégrer, tu changes ton ton pour ne pas déranger, tu changes tes décisions pour éviter les critiques. Mais cet effort constant pour plaire te vole ton authenticité et te transforme en une version diluée de toi. L'approbation des autres est dangereuse parce qu'elle semble innocente. Tu ne te rends pas compte quand elle devient une addiction. Tu commences à vérifier combien de personnes te félicitent, combien t'écrivent, combien te cherchent, combien te valident.
Et quand cette approbation n'apparaît pas, tu ressens de l'anxiété, tu doutes de toi, tu te remets en question, tu te minimises. C'est de l'esclavage émotionnel. Les personnes comme ça sont faciles à manipuler. Celui qui désire l'approbation peut être contrôlé par un simple geste d'acceptation ou de rejet. Un stoïcien ne permet jamais cela. Un être inaccessible rompt cette habitude à la racine. Lâcher l'approbation des autres commence par une question honnête. Combien de décisions as-tu prises pour toi? Et combien as-tu prises pour ne pas décevoir quelqu'un d'autre? Quand tu réponds avec sincérité, tu te rends compte qu'une grande partie de ta vie a été conçue pour satisfaire des attentes que tu ne partageais même pas. Tu t'es modelé pour que les autres te perçoivent bien. Tu as vécu selon les standards de personnes qui ne vivent pas dans ton corps, qui ne font pas face à tes défis, qui ne portent pas ton histoire. C'est absurde, mais courant. Pour lâcher ce besoin, tu dois affronter quelque chose d'inconfortable. Tu ne vas pas plaire à tout le monde, même si tu fais tout bien. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, pour te remettre en question, pour ne pas te valider, pour te comparer, pour te sous-estimer. L'approbation des autres est instable parce qu'elle dépend d'états émotionnels que tu ne contrôles pas. Mais ton opinion sur toi peut être solide, ferme, imperturbable. Et quand tu la renforces, la voix du monde cesse de dicter tes pas. L'acte de lâcher l'approbation te rend inaccessible parce que tu perds le besoin d'impressionner. Tu ne cherches plus à être compris, mais à être cohérent. Tu ne veux plus plaire, tu veux être en paix. Tu ne te bats plus pour l'attention, tu te bats avec toi-même. Cela fait de toi quelqu'un qui agit avec conviction, pas avec peur. Quelqu'un de difficile à manipuler, quelqu'un qui inspire le respect sans le demander. Mais lâcher l'approbation ne signifie pas devenir arrogant. Cela signifie devenir authentique. Cela signifie que tu ne te trahis plus pour être apprécié, que tu ne te minimises plus pour ne pas déranger, que tu ne t'ajustes plus pour t'intégrer dans des espaces où tu ne te sens même pas toi. Et cette authenticité a un effet curieux. Ceux qui valent la peine te respectent davantage. Ceux qui ne valent pas disparaissent seuls. Au niveau psychologique, te libérer de l'approbation des autres renforce ton identité. Au niveau émotionnel, cela te rend stable. Au niveau spirituel, cela te rend libre. C'est la transition du moi conditionné au moi véritable. C'est laisser derrière le personnage social pour retrouver l'être interne. 8. Maintiens tes limites. Défendre tes limites est similaire à prendre soin d'un territoire qui pendant des années a été traversé par n'importe qui sans permission. Imagine un vaste terrain, fertile, précieux, où n'importe qui entrait, marchait, laissait des traces, prenait ce qu'il voulait, et puis partait sans regarder en arrière. Maintenant, imagine que tu places finalement une clôture. Tu marques les frontières, et tu décides qui entre et qui ne le fait pas. Ce territoire, c'est toi. Et cette clôture, ce sont tes limites. Pendant des années, tu as permis des invasions émotionnelles, énergétiques et mentales. Maintenant, c'est à toi de récupérer cet espace et de le maintenir fermement. Les limites ne sont pas là pour contrôler les autres, elles sont là pour te protéger. Elles ne sont pas des punitions, elles sont des rappels. Elles ne sont pas des murs d'arrogance, elles sont des signes d'amour propre. Quand tu es accessible à tous, tu te perds toi-même. Quand tu permets à n'importe qui de prendre ton temps, ton énergie, ton attention et tes émotions sans filtre, tu deviens un territoire public. Et un territoire public finit toujours par être détruit. Les limites sont la déclaration que ta vie a cessé d'être en libre circulation. Maintenir tes limites implique d'incommoder. Cela implique qu'il y ait des personnes qui vivaient de ton énergie et qui se plaignent maintenant de ta distance. Cela implique que certains te qualifient de froid, difficile, fermé ou distant. Mais cet inconfort fait partie du processus. Chaque fois que tu réaffirmes une limite, tu choisis ta paix au-dessus de l'ego des autres. Tu choisis ta stabilité au-dessus du drame extérieur. Celui qui se dérange quand tu mets des limites est le même qui en profitait quand tu n'en avais pas. Beaucoup de gens confondent les limites avec la confrontation, mais en réalité, les limites ont rarement besoin de cris ou d'explications. Une véritable limite est claire, ferme,
et silencieuse. C'est dire non sans se sentir coupable. C'est se retirer sans demander la permission. C'est couper des conversations qui n'ont pas de sens. C'est arrêter de justifier tes décisions. C'est ne pas permettre l'accès émotionnel à des personnes qui ne savent pas maintenir ta présence. C'est ne pas participer à des dynamiques qui t'épuisent. C'est te choisir sans te trahir. Maintenir des limites signifie aussi te soutenir toi-même lorsque les émotions tentent de te saboter. Parfois, ta blessure interne veut revenir à l'ancien, veut permettre à nouveau ce qui t'a détruit, veut accepter ce qui te minimise. C'est pourquoi maintenir des limites est plus un travail interne qu'externe. C'est se rappeler ce que tu vaux même lorsque tes insécurités crient le contraire. C'est rester ferme même lorsque la solitude frappe à la porte. C'est maintenir ta décision même si personne ne la comprend. Ton âme sait quand une limite te sauve. Ton ego est celui qui veut la briser. Les stoïciens enseignaient que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Tes limites sont l'expression de ce contrôle de soi. Elles sont le pont entre ton identité interne et ton comportement externe. Elles sont le signe que tu as cessé de vivre à partir de l'impulsion et que tu vis maintenant à partir de l'intention. Quand tu maintiens des limites, ton énergie cesse de se disperser, tes liens deviennent plus clairs et ta vie commence à s'organiser de manière presque automatique. Ce qui n'est pas pour toi s'éloigne. Ce qui est pour toi reste. Maintenir des limites attire aussi le respect. Les gens te traitent en fonction de ce que tu permets. Quand tu as des limites faibles, tu reçois des miettes. Quand tu as des limites fermes, tu reçois ce que tu mérites. Et le plus important est que tu apprends à te donner toi-même ce que tu cherchais auparavant chez les autres. Quand tu renforces tes limites, tu renforces ton identité. Et quand tu renforces ton identité, tu deviens inaccessible à tout ce qui te contrôlait auparavant. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, on dit que chaque personne porte une chaîne invisible. Mais ce que personne n'admet, c'est que cette chaîne n'est pas soutenue par le monde, mais par les regards que l'on permet de nous définir. C'est comme marcher avec un fil attaché au cou et laisser n'importe qui, même ceux qui ne signifient rien, le tirer quand il veut. Cela devient une routine, une habitude, une identité. Et le pire, c'est qu'on le normalise. On pense que vivre en fonction du jugement des autres est une partie naturelle de l'existence, alors qu'en réalité c'est la forme la plus silencieuse d'auto-abandon. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu t'es modelé plus souvent par peur que par conviction. Tu as dit oui quand tu voulais dire non. Tu as souri pour éviter le conflit. Tu as agi pour t'intégrer, pas pour être. Et il arrive un moment où le mensonge de plaire pèse plus lourd que le rejet que tu essaies d'éviter. C'est là que commence la fracture interne, la distance entre ce que tu es et ce que tu montres. Cette distance est la prison. Le stoïcisme ne va pas caresser ton ego. Il n'est pas là pour te dire que tout va bien. Il est là pour te confronter, pour te montrer que tant que tu vivras attaché à l'opinion des autres, tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas de direction et tu n'auras pas non plus d'identité. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent se sentir bien. Elle est pour ceux qui veulent être libres, pour ceux qui en ont assez de se trahir pour plaire, pour ceux qui commencent à réaliser qu'il est toujours plus cher de se perdre soi-même que de perdre quelqu'un d'autre. Ici, tu vas comprendre comment récupérer ta souveraineté personnelle, comment arrêter d'être un reflet et redevenir une présence. Nous allons briser les impulsions, démonter les croyances, te sortir de la tête d'esclave et te mener à l'esprit qui pense, décide et agit sans trembler face aux opinions externes. Si tu restes jusqu'à la fin, ce ne sera pas parce que ce scénario est beau, mais parce que tu as besoin de récupérer ce que tu as perdu sans t'en rendre compte. Ton autonomie, ta paix et ton unité avec toi-même. Et cela commence aujourd'hui. 1.
Lâche le besoin d'approbation. C'est curieux comment les gens vivent comme s'ils portaient un miroir accroché à leur poitrine, un miroir qui ne reflète pas leur visage, mais le visage des autres. Chaque pas qu'ils font dépend de ce que ce miroir leur renvoie, comme si l'image des autres était une boussole qui décide vers où marcher. Mais ce miroir est sale, cassé, déformé, et pourtant beaucoup s'agenouillent devant lui, attendant une validation qui n'arrive jamais complète. Et plus ils la cherchent, plus ils deviennent petits. C'est la prison la plus ancienne de l'être humain, vouloir plaire pour se sentir suffisant. Le besoin d'approbation n'apparaît pas de nulle part, il se construit. Il grandit depuis l'enfance, quand tu apprends que bien te comporter te donne de l'attention, que répondre aux attentes te donne de l'affection, que éviter les conflits te maintient en sécurité. Le problème est que l'on traîne ces règles invisibles jusqu'à l'âge adulte, où elles ne sont plus utiles, seulement limitantes. Tu commences à mesurer chaque mot, chaque geste, chaque décision en fonction du possible jugement externe. Et le pire est que tu ne sais même pas qui te juge, tu supposes simplement que quelqu'un pourrait le faire. Cette peur te rend obéissant aux regards imaginaires et esclave des opinions qui changent selon le vent. Et tu le sais. Tu sais que tu te fatigues, que tu t'épuises en essayant de plaire à tout le monde, que tu finis par te trahir pour éviter l'inconfort, mais tu répètes quand même le schéma. Pourquoi ? Parce que tu cherches la permission que tu ne t'es pas encore donnée, la permission d'être toi-même. Lâcher le besoin d'approbation n'est pas une jolie phrase, c'est un acte violent contre l'ego complaisant qui te maintient docile. C'est briser l'impulsion automatique de te demander ce que dira quelqu'un d'autre. C'est apprendre à t'écouter d'abord, même quand les autres ne comprennent pas ton chemin. C'est arrêter de demander une validation pour exister. Celui qui vit pour plaire devient un contorsionniste émotionnel qui se plie, s'adapte, se rétrécit pour ne pas briser les attentes des autres. Mais en le faisant, il se brise lui-même. Et c'est là que tu dois être brutalement honnête. Ton besoin d'approbation te coûte la liberté, l'énergie, le temps et surtout l'authenticité. Le stoïcisme t'enseigne quelque chose d'inconfortable mais libérateur. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi et consacrer ta vie à le gérer est inutile. L'opinion des autres ne définit pas ta valeur, ne détermine pas ton destin et ne mérite pas de gouverner ton comportement. L'approbation externe est instable parce qu'elle dépend des esprits qui changent constamment. Et si ton identité dépend de cela, tu vivras dans un va-et-vient émotionnel sans fin. Ta tâche n'est pas de plaire à tout le monde, ta tâche est de te respecter toi-même. Celui qui se respecte ne se soumet pas, ne mendie pas l'attention, ne cherche pas à être compris par tous, parce qu'il comprend que la vie ne fonctionne pas ainsi. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avancer, tu as besoin d'une colonne vertébrale. Quand tu commences à lâcher ce besoin, tu te rends compte de quelque chose d'important. La plupart des gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour te juger en profondeur. Ce que tu crains tant n'existe que dans ton esprit. La liberté commence quand tu arrêtes d'agir pour le public et que tu commences à agir pour ton but. Les gens respectent celui qui ne se traîne pas pour obtenir l'approbation. Celui qui maintient sa posture, celui qui ne sacrifie pas son identité pour s'intégrer. C'est la force que tu veux construire, la force qui crée le respect sans le demander. 2. Observe ton envie de plaire. Parfois, l'esprit fonctionne comme un chien dressé qui anticipe tout. Dès que quelqu'un fronce les sourcils, tu essaies déjà de le réparer. Dès que quelqu'un change de ton, tu modères déjà tes mots. Dès que tu ressens une tension minimale, tu offres déjà des explications, des excuses ou des faveurs que personne n'a demandées. Cette envie automatique de plaire est comme un réflexe conditionné qui te fait te sentir responsable de l'état émotionnel des autres, même quand cela n'a rien à voir avec toi. C'est épuisant, c'est usant, et pire encore, c'est invisible si tu ne l'observes pas de face. Plaire semble gentil, mais à l'excès, cela devient une forme d'auto-abandon. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la peur déguisée,
peur de décevoir, peur de mal paraître, peur que quelqu'un s'éloigne, peur d'être jugé, peur de perdre la place que tu crois avoir dans la vie des autres. Cette peur te transforme en un acteur qui change de rôle selon qui est en face de toi. Tu ajustes ta voix, tes opinions, tes décisions, tes limites, tout pour éviter le conflit et pour maintenir l'image de bonne personne. Mais en réalité, ce masque pèse plus que tout rejet que tu essaies d'éviter. Et au fond, tu le sais. L'envie de plaire naît dans l'enfance, lorsque tu as appris que ta valeur se mesurait par ton obéissance ou ton utilité. Mais tu n'es plus cet enfant qui avait besoin d'approbation pour survivre. Tu es maintenant un adulte qui peut soutenir son propre jugement, mais tu restes coincé dans ce réflexe primitif. C'est pourquoi tu as besoin de l'observer, non pas pour lutter contre lui, mais pour l'identifier avec froideur, voir comment il apparaît, voir dans quelle situation il surgit, voir à quelle personne il te soumet, voir quelles pensées le nourrissent. Cette observation est la première forme de liberté. Tu ne peux pas briser une chaîne que tu ne vois pas. Le stoïcisme enseigne qu'on doit se connaître avec la même précision qu'un soldat connaît son arme. Non pas pour se punir, mais pour comprendre comment fonctionne l'esprit et reprendre le contrôle. Lorsque tu observes ton envie de plaire sans la justifier, tu découvres qu'elle ne vient pas de la bonté, mais du besoin. Tu n'aides pas par vertu, tu aides par peur. Tu ne cèdes pas par générosité, tu cèdes pour éviter la tension. Et quand tu comprends cela, tu peux arrêter de réagir comme un automatique et commencer à répondre comme quelqu'un avec son propre jugement. Si tu n'observes pas cette envie, tu deviens quelqu'un qui est toujours en dette envers toi-même. Chaque fois que tu plais, quand tu ne le veux pas, tu te retires un morceau d'authenticité. Chaque fois que tu te tais pour ne pas déranger, tu t'éloignes un peu plus de ta vraie voix. Chaque fois que tu cèdes pour maintenir la paix externe, tu perds la paix interne. Et il arrive un moment où tu te rends compte que tu ne sais plus qui tu es, sans le rôle de plaire. C'est le point où tu dois t'arrêter, respirer et commencer le travail sérieux de reconstruction. Observer ton envie de plaire signifie remettre en question tes automatismes, signifie te dire la vérité inconfortable. Tu n'as pas l'obligation de soutenir le confort émotionnel de personne. Tu n'as pas à adoucir ta présence pour que les autres ne se sentent pas en insécurité. Tu n'as pas à t'adapter pour maintenir des liens qui ne se soutiennent pas eux-mêmes. Plaire ne te protège pas, cela te dilue. Commence à regarder quand cette envie surgit, ce qui l'active, ce que tu ressens dans ton corps quand elle apparaît. Cette conscience est le pouvoir, parce que celui qui s'observe se gouverne. 3. Fais confiance à ton propre jugement. L'esprit humain ressemble parfois à un feu de signalisation qui ne décide jamais de passer au vert. Il reste clignotant en jaune, attendant un signal externe pour confirmer s'il est sûr d'avancer. Et ainsi passent les secondes, les minutes, des années entières arrêtées, face à des décisions que tu aurais pu prendre avec conviction, mais que tu as laissées au jugement des autres. Faire confiance à ton propre jugement n'est pas facile quand toute ta vie on t'a appris à douter de toi, à regarder vers l'extérieur, à chercher une opinion avant une impression interne. Mais si tu ne retrouves pas cette confiance, tu continueras à vivre comme un passager dans ta propre vie. Le manque de confiance en ton jugement ne vient pas de l'incompétence, mais de l'habitude. Tu t'es habitué à demander ce que les autres feraient, à consulter même ce que tu savais déjà, à demander la permission d'agir, comme si tes décisions nécessitaient une approbation préalable. Cette habitude te fait te sentir en sécurité, mais elle te rend aussi dépendant. Parce que chaque fois que tu délègues ton jugement, ta voix intérieure s'affaiblit un peu plus. Et ensuite tu te demandes pourquoi il est difficile pour toi de prendre une décision. C'est simple, tu n'exerces pas ta capacité à le faire. Le stoïcisme enseigne que la clarté vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Tu ne peux pas appeler opinion ce que tu répètes sans réfléchir. Tu ne peux pas non plus appeler décision ce que tu fais pour éviter de te sentir mal. Une vie guidée par le jugement des autres devient un puzzle assemblé par d'autres mains. Peut-être qu'il semble beau de l'extérieur, mais il ne se sent pas propre de l'intérieur.
Et la vérité est que personne ne peut te dire ce qui est bon pour toi, parce que personne ne connaît tes limites, ton histoire, tes blessures, ni tes valeurs comme toi. Lorsque tu permets aux autres de décider pour toi, tu renonces à la responsabilité la plus sacrée, te gouverner. Faire confiance à ton propre jugement implique de faire des erreurs. Et c'est là que beaucoup se paralysent. Ils croient que se tromper est un signe d'incapacité, alors qu'en réalité, c'est une preuve d'autonomie. Si chaque décision que tu prends dépend de l'approbation externe, tu ne sauras jamais si tu as agi par conviction ou par peur. Le jugement s'affine en prenant de vraies décisions, pas en évitant les risques. Chaque fois que tu décides pour toi, tu renforces la voix que tu étouffais auparavant. Et cette voix devient un guide lorsque le monde devient bruyant. Tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Le monde ne te donnera pas la permission de te faire confiance. Au contraire, beaucoup préféreront que tu continues à douter. Car une personne incertaine est facile à manipuler, facile à diriger, facile à modeler. C'est pourquoi la confiance en ton jugement est un acte de rébellion silencieuse. C'est dire « je sais qui je suis et je sais ce que je fais, même si tu n'aimes pas, même si tu ne comprends pas ». Cette attitude dérange ceux qui bénéficient de ton indécision, mais elle renforce ton âme, ce qui est important. Fais confiance à ton jugement, même quand il tremble. Fais confiance à ta perception, même quand les autres ne la partagent pas. Fais confiance à cet instinct qui apparaît avant que tu ne le rationalises. Cet instinct est souvent plus honnête que n'importe quel conseil que tu reçois. Et il ne s'agit pas d'ignorer les opinions utiles, mais de ne pas les placer au-dessus de ta vérité. Écoute, évalue et décide toi-même, parce que si tu échoues, tu corriges, et si tu réussis, tu avances. Mais dans les deux cas, tu grandis à partir de ta propre racine. Lorsque tu retrouves confiance en ton jugement, tu commences à marcher avec une autre posture. Ta voix sonne différemment, tes décisions sont plus fermes, ta présence devient plus solide. Tu arrêtes de te justifier autant, tu arrêtes de demander des explications pour être qui tu es. 4. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Parfois, la vie ressemble à essayer de serrer la main sur de l'eau qui s'échappe entre les doigts. Plus tu serres fort, plus tu la perds rapidement. C'est l'ironie de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Plus tu t'accroches, plus tu te fais mal. Et pourtant, beaucoup insistent pour lutter contre l'inévitable, pour discuter avec la réalité, pour résister à ce qui est déjà décidé par des forces plus grandes que leur volonté. Cette obstination consomme de l'énergie, du temps et de la paix. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Accepter n'est pas se rendre, c'est se libérer. La plupart des gens souffrent plus de ce qu'ils imaginent que de ce qui se passe réellement. Ils construisent des scénarios dans leur tête, inventent des dialogues, anticipent des rejets, dramatisent des possibilités. Ils vivent piégés dans un futur qui n'existe pas ou tourmentés par un passé qu'ils ne peuvent plus changer. Cette quantité d'énergie émotionnelle investie dans l'incontrôlable est ce qui épuise l'esprit. Ils essaient de contrôler l'opinion des autres, les sentiments des autres, les décisions des autres, voire le destin des autres. Et chaque tentative se termine par de la frustration, car ce qui ne dépend pas de toi ne répondra jamais à tes désirs. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela signifie que tu ne te détruis pas en essayant de forcer ce qui n'est pas entre tes mains. C'est un acte de maturité émotionnelle que de reconnaître la limite entre ta responsabilité et l'indépendance du monde extérieur. Le climat change, les gens changent, les circonstances changent, les liens changent. T'accrocher à ce qui a été ou à ce que tu aimerais qu'il soit ne fait que prolonger la souffrance. La réalité ne perd jamais. Tu perds quand tu exiges qu'elle soit différente. L'ego veut croire qu'il peut tout dominer. Il veut que tout se passe comme il le pense, que la vie obéisse, que les gens agissent comme ils l'espèrent. Mais vivre ainsi, c'est comme marcher avec un verre collé à la poitrine. N'importe quoi te blesse, n'importe quel changement te brise, n'importe quel rejet te déstabilise.
Accepter ce que tu ne peux pas contrôler, c'est apprendre à marcher sans ce verre, en comprenant que le monde n'est pas obligé de protéger ta sensibilité et que ta force dépend de ta capacité à t'adapter sans t'effondrer. Le stoïcisme le résume en une idée brutalement claire. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et lâche le reste. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ta discipline, ton caractère, ta réaction, ta conduite, ta posture. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les opinions des autres, les résultats finaux, les décisions des autres, les changements inévitables, l'impermanence naturelle du monde. Lorsque tu distribues correctement ton énergie, tu récupères du pouvoir. Lorsque tu la gaspilles en essayant de contrôler l'incontrôlable, tu t'affaiblis. Accepter la réalité n'est pas du conformisme, c'est une stratégie. Cela te permet de voir le monde tel qu'il est, pas comme tu voudrais qu'il soit. Cela te prépare à agir avec sérénité plutôt qu'à réagir avec désespoir. Cela te libère de l'envie de prouver, de convaincre ou de manipuler. Cela te concentre sur ta responsabilité, pas sur celle des autres. Lorsque tu acceptes, tu arrêtes de t'épuiser dans des guerres que tu ne peux jamais gagner. Tu arrêtes de te battre avec des ombres. Tu arrêtes de discuter avec le destin. L'acceptation te rend plus stable, plus ferme, plus réaliste. Les personnes qui s'accrochent au contrôle vivent tendues, anxieuses, pendantes à chaque détail. Les personnes qui acceptent coulent, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles comprennent le rythme de la vie. Et cette compréhension donne du pouvoir. 5. Pratique le détachement chaque jour. La vie ressemble beaucoup à une promenade en portant une valise que tu ne vérifies jamais. Un jour, tu l'ouvres et découvres qu'elle est pleine de choses que tu n'as pas choisies, de poids dont tu n'as pas besoin et de souvenirs qui ne t'appartiennent plus. Pourtant, tu continues à la porter, comme si t'en débarrasser signifiait perdre une partie de toi. C'est le problème de l'attachement. Il te convainc que sans ce à quoi tu te cramponnes, tu serais moins, alors qu'en réalité, c'est ce poids qui t'empêche d'avancer. Pratiquer le détachement chaque jour ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais apprendre à reconnaître quand quelque chose a cessé de faire partie de ta croissance. La plupart s'accrochent par peur, pas par amour. Peur d'être seul, peur de se tromper, peur de perdre, peur d'affronter le vide qui reste lorsque tu lâches ce qui te faisait te sentir en sécurité. Cette peur crée des chaînes invisibles qui te lient à des personnes, des situations, des croyances et des habitudes qui n'ont plus de sens dans ta vie. Et plus tu t'accroches, plus tu t'épuises, car rien n'est conçu pour être éternel. La vie bouge, change, tourne. Celui qui ne lâche pas stagne. Le stoïcisme comprend le détachement comme une discipline quotidienne, pas comme un acte occasionnel. Cela signifie observer sans possession, apprécier sans obsession, aimer sans dépendance. Cela signifie accepter l'impermanence comme une partie naturelle de l'ordre du monde. Vouloir contrôler la permanence de quelque chose qui change naturellement est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Tu finis seulement frustré et fatigué. Le détachement n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de clarté. Les gens ont tendance à croire que ce qui est en jeu, c'est de perdre ce qu'ils ont. Mais la vérité est que ce qui est en jeu, c'est de se perdre eux-mêmes. Quand tu t'accroches à une relation qui ne te donne plus la paix, tu te perds. Quand tu maintiens une identité ancienne qui ne te représente plus, tu te perds. Quand tu insistes pour maintenir des habitudes qui te nuisent, tu te perds. Le détachement t'oblige à te demander « Est-ce que cela me sert ou me consomme ? Est-ce que cela me donne de la force ou me affaiblit ? Est-ce que cela me rapproche de mon but ou m'en éloigne ? Si la réponse ne te favorise pas, le chemin est de lâcher prise. Te détacher ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela signifie que tu ne te détruis pas. C'est comprendre que tu peux aimer sans posséder, que tu peux profiter sans t'accrocher, que tu peux apprécier sans contrôler. C'est choisir la liberté plutôt que l'illusion de stabilité. Les personnes qui ne pratiquent pas le détachement vivent en portant un poids émotionnel étranger, des attentes d'autres personnes, des promesses qui n'étaient pas les leurs, des souvenirs qui ont déjà expiré. Cela érode l'identité.
C'est pourquoi tant de gens ne savent pas qui ils sont. Ils sont définis par ce qu'ils tiennent, pas par ce qu'ils choisissent. Pratiquer le détachement chaque jour implique de réviser ton intérieur avec la même discipline que tu révises un espace physique. Te demander ce qui doit rester et ce qui doit partir. Décider fermement. Ne pas t'accrocher au passé simplement parce que tu le connais. Ne pas rester là où tu ne grandis plus. Ne pas insister là où il n'y a plus de réciprocité. Et même si cela fait mal, lâcher prise est un acte d'amour-propre. C'est dire à ton âme qu'elle mérite de l'espace, de la clarté et de la légèreté. Le détachement signifie aussi ne pas dépendre du résultat. Tu fais ta part, tu agis avec vertu, tu donnes ton effort et ensuite tu laisses la vie faire son travail. Si cela a bien tourné, tu avances. Si cela a mal tourné, tu apprends. Mais tu ne te détruis pas en essayant de forcer un dénouement qui ne dépend pas de toi. Cet équilibre te donne la paix. Si tu pratiques le détachement chaque jour, tu deviens plus léger, plus libre, plus conscient. Tu laisses de la place pour que le nouveau entre et tu permets à ce qui a accompli son cycle de sortir. Le détachement ne te prend pas, il te clarifie. 6. Utilise le silence comme pouvoir. Le monde moderne est comme une salle pleine de micros ouverts où tout le monde parle en même temps, essayant de prouver quelque chose, de défendre quelque chose, de paraître quelque chose. Au milieu de ce bruit, le silence devient une arme que très peu savent manier. Ce n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de contrôle. C'est comme éteindre toutes les lumières pour voir clairement ce que la brillance cachait auparavant. Quand tu décides de te taire, tu ne perds pas de force, tu retrouves ta direction. Utiliser le silence comme pouvoir ne signifie pas devenir distant. Cela signifie arrêter de réagir impulsivement. La plupart des gens répondent sans réfléchir, parlent pour combler les vides, discutent pour gagner, justifient pour ne pas se sentir exposé. Ce bruit émotionnel t'affaiblit parce qu'il montre que tu es encore gouverné par l'impulsion de prouver. Une personne qui se sent en sécurité n'a pas besoin d'expliquer chaque décision ni de défendre chaque mouvement. Son silence dérange parce qu'il révèle qu'elle n'est pas piégée dans le besoin de convaincre quelqu'un. Le silence expose aussi des vérités que les mots cachent. Quand tu te tais, tu observes qui est désespéré de te manipuler, qui est contrarié de ne pas te contrôler, qui projette son bruit sur ton calme. Tu découvres des dynamiques que tu ne voyais pas avant. Tu découvres que beaucoup se nourrissaient de ta réaction, de ton effort pour clarifier, de ton besoin de résoudre. Quand tu imposes le silence, tu leur enlèves cette nourriture. Et c'est là que tu retrouves le pouvoir, non pas à partir de l'agressivité et du cri, mais à partir de la fermeté de ne pas entrer dans des jeux inutiles. Le stoïcisme comprend le silence comme la base de l'autocontrôle. Les émotions intenses veulent te pousser à parler immédiatement, à répondre rapidement, à te défendre sans réfléchir. Mais cette impulsion te nuit presque toujours. Le silence te permet de créer cet espace sacré entre le stimulus et la réponse, ce petit instant où tu décides qui tu es vraiment. Tu ne réagis pas, tu choisis. Tu n'exploses pas, tu évalues. Tu ne te rabaisses pas, tu te positionnes. Et cette capacité vaut plus que tout discours impulsif que tu pourrais donner. Le silence protège aussi ton énergie. Quand tu parles trop, tu donnes des informations que d'autres peuvent utiliser contre toi. Quand tu expliques trop, tu ouvres des portes que tu n'avais pas besoin d'ouvrir. Quand tu discutes avec quelqu'un qui n'écoute pas, tu perds du temps. Garder le silence n'est pas perdre la conversation, c'est choisir quelle bataille valent ta voix. Et la réalité est que très peu le méritent. Tous les commentaires n'ont pas besoin de réponse. Toutes les provocations n'ont pas besoin de réaction. Toutes les critiques n'ont pas besoin d'explication. La plupart se dissolvent d'elles-mêmes si tu ne les alimentes pas. Utiliser le silence comme pouvoir signifie aussi t'écouter davantage. Quand le bruit externe baisse, tes pensées deviennent plus claires, ton intuition plus nette, ta vision plus précise. Tu deviens moins vulnérable à la manipulation et plus conscient de tes émotions réelles. Tu te rends compte que souvent tu as parlé pour éviter de ressentir, pour éviter de te confronter ou pour maintenir une image. Dans le silence, ces masques tombent
Et même si cela te dérange, cela te rend plus honnête avec toi-même. Le silence redéfinit aussi ta présence. Un mot dit par quelqu'un qui sait se taire pèse plus que 100 mots de quelqu'un qui parle sans contrôle. Les gens prêtent attention à celui qui n'est pas désespéré d'être entendu. Le calme est intimidant quand il vient de quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par le bruit émotionnel des autres. C'est le pouvoir du silence. Il ne crie pas, mais il s'impose. Il ne menace pas, mais il fixe des limites. 7. Reste cohérent avec toi-même. La vie ressemble à marcher sur un pont de verre. Chaque pas que tu fais laisse une marque, et ces marques forment le reflet de qui tu es vraiment. Certaines personnes avancent en laissant des empreintes fermes, droites, transparentes. D'autres laissent des fissures, des contradictions, des fragments brisés qui ne s'emboîtent pas. Cette différence n'a rien à voir avec la chance ou la personnalité, elle a à voir avec la cohérence. La cohérence est ce pont invisible qui soutient ton identité quand tout le reste tremble. Rester cohérent avec toi-même n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. La plupart des gens parlent de ce qu'ils veulent être, mais vivent en agissant dans la direction opposée. Ils veulent la paix, mais cherchent le conflit. Ils veulent le respect, mais se rabaissent pour s'intégrer. Ils veulent la liberté, mais suivent des modèles qui les enchaînent. Cette distance entre ce que tu dis et ce que tu fais est ce qui te retire force, clarté et stabilité. Tu ne peux pas construire une vie solide si chaque décision contredit tes valeurs. Tu ne peux pas te sentir en paix si tu te trahis toi-même en silence. L'incohérence naît de la peur. Peur de perdre quelqu'un, peur d'être jugé, peur de te tromper, peur de te sentir différent. Pour éviter cette peur, les gens se mettent à l'aise, s'adaptent, deviennent des versions diluées d'eux-mêmes. Mais ce confort est cher, car il t'oblige à mener une double vie, celle que tu vis à l'extérieur et celle que tu sais que tu devrais vivre à l'intérieur. Et cette double vie finit par être épuisante, elle finit par être vide, elle finit par être fragmentée. Le stoïcisme enseigne que la cohérence est le véritable pouvoir d'un être humain. Non pas parce qu'elle te rend parfait, mais parce qu'elle te rend réel. Tes paroles comptent quand tes actions les soutiennent. Ta présence inspire quand ton comportement coïncide avec tes principes. Ta valeur grandit quand tu ne te vends pas pour l'acceptation et que tu ne te contredis pas par peur. La cohérence crée le respect même de ceux qui ne partagent pas ta vision. Parce que les gens reconnaissent quand quelqu'un vit à partir d'un centre solide et non pas du besoin de plaire. Être cohérent ne signifie pas être rigide, cela signifie être honnête. Si tu dis que quelque chose ne te plaît pas, agis en conséquence. Si quelque chose te fait mal, fixe des limites. Si quelque chose ne te sert plus, lâche-le. Si tu promets, tiens ta promesse. Si tu décides, soutiens. Si tu avances, avance sans t'excuser d'occuper ton propre chemin. L'incohérence apparaît dans ces petits gestes où tu te trahis sans t'en rendre compte. Chaque « ça va » quand ça ne va pas. Chaque « ça n'a pas d'importance » quand ça en a. Chaque « il ne se passe rien » quand il se passe quelque chose. Ces petites concessions détruisent plus que n'importe quel coup extérieur. Rester cohérent avec toi-même implique aussi de savoir dire non. Non à ce qui te détourne, non à ce qui t'affaiblit, non à ce qui te fait agir contre ton jugement. Un non ferme vaut plus que 1000 oui désespérés. Les gens qui ne savent pas dire non finissent par vivre une vie qu'ils ne voulaient pas, pris au piège dans des engagements qu'ils n'ont pas choisis. La cohérence coupe ce cycle, te recentre et t'oblige à agir selon ta vérité, pas selon le besoin de bien paraître. Une autre partie fondamentale de la cohérence est l'autocorrection. Personne n'est parfait, mais celui qui est cohérent reconnaît quand il a échoué et ajuste le cap sans excuse. Il ne se justifie pas, n'invente pas d'histoire, ne se cache pas derrière l'orgueil. Il se regarde en face et dit « Cela n'était pas à la hauteur de ce que je suis, et je le corrige ». Ce courage crée un caractère fort, stable, fiable. La cohérence n'est pas quelque chose que l'on dit, c'est quelque chose que l'on voit. On la remarque dans ta posture, dans ton silence, dans tes limites, dans ta façon de parler, dans ta capacité à soutenir des décisions, même quand d'autres doutent de toi. 8. Renforce ton indépendance émotionnelle. L'esprit humain est comme un terrain fertile, où tout peut pousser.
Mais trop de personnes laissent les autres décider quelles graines y sont plantées. Un commentaire, une réaction, un silence, un regard, et soudain, ton état émotionnel change comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur en toi. Vivre ainsi, c'est comme donner à n'importe qui les clés de ta maison intérieure. Tu restes à attendre que les autres prennent soin de ta paix, et cette attente te rend otage des émotions des autres. L'indépendance émotionnelle est le contraire. C'est reprendre la propriété absolue de ton monde intérieur. Renforcer ton indépendance émotionnelle ne signifie pas arrêter de ressentir, cela signifie arrêter de dépendre. La plupart confondent affection avec attachement, empathie avec absorption, connexion avec dépendance. Et quand tu mélanges ces concepts, tu finis par vivre à travers les réactions des autres. Si on te valorise, tu te sens bien. Si on t'ignore, tu t'effondres. Si on te fait des éloges, tu montes. Si on te critique, tu tombes. Ce manège émotionnel épuise l'âme parce que tu t'habitues à te réguler à travers l'extérieur. Mais la véritable stabilité ne vient pas de l'environnement. Elle vient de ce que tu peux soutenir en toi. Le stoïcisme le comprend avec une clarté brutale. Ta paix est ta responsabilité, pas un cadeau que les autres te donnent. Celui qui contrôle ta réaction contrôle ta vie. C'est pourquoi l'indépendance émotionnelle commence par reconnaître ce qui te gouverne. Demande-toi ce qui t'affecte, qui a trop de pouvoir sur ton humeur, quelle situation te déstabilise, quelle parole te tire vers le bas. Non pas pour blâmer, mais pour identifier où tu perds de la force. La dépendance émotionnelle est une fuite constante d'énergie, et la plupart ne savent même pas qu'ils l'ont ouverte. L'indépendance émotionnelle implique aussi de ne rien prendre personnellement. Les gens agissent en fonction de leurs blessures, pas de ta valeur. Tu ne peux pas interpréter chaque geste comme une attaque, ni chaque distance comme un rejet. La vie des autres ne tourne pas autour de tes attentes. Si tu prends tout personnellement, tu vis en alerte, interprétant des menaces là où il n'y en a pas, cherchant du sens dans des comportements qui n'ont rien à voir avec toi. Cette interprétation constante te lie à une narration qui n'appartient pas à ta réalité. Renforcer ton indépendance émotionnelle implique d'apprendre à traiter tes émotions sans chercher à ce que les autres les valident. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre confirme que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'être approuvé pour pleurer, pour te mettre en colère, pour poser des limites, pour dire stop. Quand ton état émotionnel dépend des autres, tu deviens manipulable. Quand il dépend de toi, tu deviens inébranlable. Le silence intérieur fait aussi partie de cette indépendance. Avant de répondre, avant de supposer, avant de réagir, donne-toi ce moment pour te demander si ta réaction provient de ton jugement ou de ta blessure. Les blessures répondent rapidement, avec impulsivité et besoin. Le jugement répond fermement, de manière stable et cohérente. Cette différence définit ta liberté émotionnelle. Une personne qui se gouverne ne s'effondre pas à cause d'un rejet, ni ne s'élève à cause d'un éloge. Elle reçoit les deux avec équilibre, car sa valeur n'est pas négociable. Ton bien-être ne peut pas dépendre des fluctuations des tiers. Ta stabilité ne peut pas être un reflet de l'intensité émotionnelle de l'environnement. Lorsque tu renforces ton indépendance émotionnelle, tu commences à vivre avec posture, avec clarté et avec dignité. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran,